Normalement, vous voyez bien mon écran. Je vous laisse me confirmer juste si quelqu'un dans le chat peut me dire si c'est OK, si vous avez bien mon écran, créateur français de solutions solaires. Et puis on démarre. Ah, OK, super, merci beaucoup. Ah, et ben, du coup, bienvenue à tous pour ce webinaire technique aujourd'hui, donc dédié à l'offre Pack solaire thermique de Dualsun, donc la nouvelle offre de Dualsun qui a pour but donc de répondre aux besoins de chauffage et d'électricité et d'eau chaude sanitaire. Hop. L'idée, c'est que je vous parle rapidement quelques petits rappels sur le fonctionnement d'une PAC pour être sûr qu'on parle le même langage et que les éléments que je vais utiliser ensuite soient bien clairs. Ensuite, je vous présenterai le panneau en lui-même, donc ses nouvelles spécificités, ses nouvelles caractéristiques et dans quelle mesure il a été conçu pour pouvoir euh, correspondre spécifiquement et être dédié à ce couplage-là. On parlera commercialement également de l'offre, hein, voilà, de ses avantages, de ses performances par rapport à d'autres offres de chauffage de choses sanitaires sur le marché. Et enfin, on parlera plutôt d'une partie technique pour finir sur les produits, les kits, etc., qui entourent un petit peu l'installation, comment on l'installe, etc. Donc, comme vous avez vu, vous n'avez pas accès à parler. Donc, ce que je vous propose, c'est de noter vos questions au fur et à mesure dans le chat. Et moi, j'essaierai de prendre une petite dizaine de minutes à la fin pour pouvoir vous y répondre. Du coup, tout d'abord, le fonctionnement d'une pompe à chaleur. Donc, pour rappel, une pompe à chaleur, c'est la transformation en plusieurs états de fluide euh, frigorigène qui va permettre d'apporter l'énergie d'un premier milieu A vers un deuxième milieu B grâce à cette transformation. Donc précisément, dans un cycle thermodynamique qui permet la transformation de ce fluide frigorigène, on a un compresseur essentiellement qui va permettre d'augmenter la pression et la température pour faire de la vapeur haute pression. On a ensuite un condenseur qui va passer de vapeur haute pression en liquide haute pression, le fluide frigorigène. Et précisément, c'est à ce niveau-là, donc de ce côté, que le condenseur va échanger avec la partie production, donc vers le circuit de CS et de chauffage. Puis ensuite, ce fluide frigorigène, une fois qu'il a perdu des calories et fourni ses calories finalement à la partie production, il va donc du coup descendre en température puis se détendre à l'intérieur d'un détendeur pour passer d'un liquide haute pression à un liquide basse pression et diminuer également sa température. Et enfin, passer au moyen d'un évaporateur pour passer de liquide à vapeur basse pression, donc augmenter sa température en restant à température à pression faible. Et c'est de ce côté-là qu'on a le circuit de captage, c'est-à-dire que l'on va récupérer les calories d'une source extérieure pour pouvoir du coup apporter au circuit thermodynamique et pour pouvoir alimenter et faire tourner la pompe à chaleur. Et c'est précisément à ce niveau-là que les panneaux hybrides DualSun, donc les panneaux Spring 4, vont être reliés et vont pouvoir échanger. Donc en l'occurrence, on va avoir en fait, pour que vous compreniez bien, hein, je vous le mets tout de suite un petit peu dans le contexte, hein, mais un circuit d'eau glycolée en amont qui va être la source froide, qui va échanger côté évaporateur de la PAC. Donc ici, on a un cycle, un deuxième circuit fermé, le cycle thermodynamique du fluide frigorigène. Et enfin, on a un troisième et dernier cycle distinct qui échange côté condenseur, qu'on appelle la source de production, le circuit de production, pour pouvoir répondre aux besoins. Donc voilà pour ces premiers éléments. En termes de discours, en tout cas d'acronymes qu'on va utiliser, on va tout d'abord avoir le COP. Donc le COP, c'est le coefficient de performance, donc c'est sur les fiches techniques des packs, dans un point de fonctionnement précis de la PAC. Souvent, le COP est donné à B0W35, ce qui veut dire qu'on va avoir une température d'eau à 0 degré en entrée et une température de production d'eau à 35 degrés en sortie, comme vous voyez ici. Donc voilà, juste ça me permet de bien spécifier. On est bien sur des pompes à chaleur OO, ça veut dire que c'est ce que je vous ai dit en bas, hein. Avant, on a de l'eau glycolée sur le fluide d'entrée, on a de l'eau de chauffage sur le circuit de sortie, et au milieu, on a le circuit de la pompe à chaleur qui est un fluide qui peut varier en fonction des différents types de packs.
Et ce COP se définit comment? Comme le ratio entre le nombre de kilowattheures thermiques que j'apporte et que mon circuit de chauffage et de production est capable de fournir, divisé par le nombre de kilowattheures électriques que j'ai dû apporter à la PAC pour la faire tourner, son compresseur, son détendeur, etc., pour qu'elle puisse justement apporter ces 3 kilowattheures. Et bien évidemment, on ne prend pas en compte finalement, mais on a bien sûr une énergie qui permet de finalement, il n'y a rien qui se perd, il y a une transformation, mais il y a des kilowattheures thermiques qui ont permis d'arriver à ces 3 et d'obtenir ce ratio. Au plus ce ratio est élevé, au plus ça veut dire qu'avec peu de kilowattheures électriques, je crée de kilowattheures thermiques. On parle également de scope, donc on rajoute le terme saisonnal. La différence ici, ça va être la température d'eau qui va être variable, puisque les températures extérieures étant différentes en fonction des saisons, on va avoir une température de l'eau glycolée en entrée évaporateur, qui va en l'occurrence passer dans les panneaux, qui va être différente. Et donc, du coup, on va avoir des valeurs qui vont varier en fonction de ça. Donc, généralement, nécessairement, au plus il fait froid, la nuit, par exemple, on va avoir des COP plus faibles, puisqu'on va rentrer avec des températures plus basses, et la journée, des COP plus hauts. L'idée étant de regarder un COP réel sur l'année pour pouvoir se rendre compte de la performance globale système. Et enfin, troisième et dernier point important, c'est, enfin, non, en fait, c'est ce qu'on appelle le SPF, le Seasonal Performance Factor, qui lui va rendre compte de l'efficacité réelle d'un système depuis une simulation dynamique ou d'un monitoring. Donc, c'est réellement la conso des circulateurs, la température de l'eau réelle, côté kilowattheure électrique, la consommation de la pompe à chaleur réelle, ainsi que la pointe si nécessaire. Et enfin, côté, côté production, on va avoir également des kilowattheures électriques qui vont être nécessaires pour ce circulateur, mais également des kilowattheures thermiques. Donc, c'est vraiment la production réelle et finalement plus seulement de la PAC cette fois-ci, mais bien du système complet dans sa globalité. On pourrait comparer ça, finalement, le COP à la puissance watt-crête d'un panneau, finalement, par exemple pour un 425 watt-crête, au SPF qui serait finalement les panneaux dans son ensemble, c'est-à-dire avec l'onduleur qui va transformer la production continue, enfin, le courant continu en courant alternatif, et finalement quel est le productible réel que je suis capable de fournir à mon foyer pour répondre à mes besoins en électricité. Voilà, ce n'est pas exactement ça, mais grosso modo, on pourrait se faire cette petite analogie. Donc voilà pour ces premières explications. Donc je propose de passer sur le panneau. Donc vous montrer voilà, un petit peu quelles sont ses spécificités, qu'est-ce qui a drivé finalement la conception du produit et quelles ont été les nouveautés indispensables à mettre en place et qui ont été validées aujourd'hui. Donc tout d'abord, notre nouveau Spring 4, c'est un échangeur ultra résistant en aluminium spécifiquement conçu pour le solaire et aluminium qui est recyclable également à l'infini. Ça, c'était un élément indispensable, c'est-à-dire d'avoir un produit, un matériau qui soit robuste et qui puisse davantage s'adapter avec ceux qui ont l'habitude de travailler, les chauffagistes voilà, qui travaillent ces produits et pour pouvoir mieux s'y retrouver avec les matériaux travaillés. C'est par ailleurs une technologie TOPCon en face avant, à la pointe du photovoltaïque. Aujourd'hui, c'est un rendement de quasiment 22% pour le Flash 425 Alfred Glass TOPCon, qui est le panneau photovoltaïque en face avant. Et enfin, c'est un panneau Made in France qui est assemblé dans l'Ain, dans notre usine certifiée ISO 9001, label industrie du futur. Petit point ici de transparence qui nous est cher chez Dualsun. Le panneau photovoltaïque Flash est 100% asiatique. L'échangeur en aluminium est 100% assemblé, lui, en Europe. Et c'est l'assemblage des deux parties qui est fait en France et qui constitue une valeur ajoutée significative du produit qui permet la position douanière de du wording finalement Made in France qui est en quelque sorte pas si précis que ça, mais c'est voilà, l'apport significatif ou en tout cas le changement significatif sur la valeur ajoutée du produit et qui permet cette apposition-là. Voilà, bien clarifié. Panneau PV asiatique, échangeur européen, assemblage français. Que ce soit bien clair. Donc précisément, quelle va être la version en fait, qui va être utilisée pour ce couplage avec une pompe à chaleur au glycolé haut?
Ça va être le Spring 4 à ailette portrait. Donc ici, la photo que vous voyez sur la droite, c'est la version non isolée. Donc il n'y a ni les ailettes, ni un isolant entre les barres ici qui sont montées sur des ressorts. Précisément, l'isolant, il va être utilisé pour la version CSI pour produire de l'eau chaude sanitaire, pour faire ce qu'on appelle un chauffe-eau solaire individuel. Pour ce qui est de la pâte solaro-thermique, donc ce couplage PVT pack, on va avoir des ailettes que vous distinguez ici et qui vont avoir en fait pour but de capter l'énergie de l'air la nuit, puisque ici, étant donné qu'on cherche à répondre à des besoins de chauffage, les besoins de chauffage sont tout l'hiver et davantage, et la nuit comme le jour. Donc, il faut également pouvoir apporter des calories la nuit et le jour. La nuit, grâce, on le voit juste après. Voilà, là, en gros, ici, on les voit bien, ces ailettes, et ça va être, il a été conçu, ce panneau, pour être l'unique source d'une PAC eau glycolée eau. Donc, par rapport à la version non isolée, c'est 20% de puissance thermique supplémentaire. Et également, ces ailettes permettent d'avoir une surface d'échangeur qui soit équivalente, qui soit triplée, parce que le panneau fait à peu près 2 mètres carrés. Et en équivalent, on est plutôt au-delà de 6 mètres carrés d'équivalent d'échangeur qui va pouvoir récolter de l'énergie et qui va utiliser trois sources d'énergie, la journée, le soleil et la toiture, et la nuit, l'air, au moyen précisément de ces ailettes qui vont optimiser et maximiser cet échange. Au niveau des caractéristiques du panneau, donc comme je le disais, on est sur un panneau d'environ 2 mètres carrés, un volume de liquide dans chaque panneau de 6 bars, pardon, excusez-moi, de 5 litres, une pression de service maximum de 6 bars, un élément très important. On était plutôt sur la version précédente autour de 1,5 bar. Aujourd'hui, c'était aussi important d'avoir une pression élevée qui puisse tenir les pressions, notamment des packs, qui sont indispensables pour leur permettre de fonctionner de manière discontinue. Un autre élément, mais qui n'a pas forcément évolué, mais c'est la température de stagnation. On est autour de 70 degrés. Température de stagnation, pardon, c'est quoi? C'est si il n'y a plus de besoin ni de chauffage ni de CS en journée, il fait très chaud et que l'eau reste stagnante à l'intérieur des profilés en aluminium. Celle-ci ne va jamais dépasser les 70 degrés, si bien qu'on est en deçà du point de polymérisation, ce qu'on appelle la caramélisation du glycol. Donc, il peut y avoir des pertes thermiques, mais il n'y a pas besoin d'avoir en gros, un système d'auto-vidange qui permettrait d'évacuer d'évacuer la production thermique et de limiter une augmentation trop en température, étant donné que l'irradiation du soleil n'est pas en face avant directement, mais se fait par échange conducto-convectif entre les cellules, la face avant, et l'échangeur en face arrière. Ben, la conception intrinsèque du panneau est telle qu'on ne monte pas euh, davantage en température. Donc voilà pour ces quelques éléments caractéristiques sur le panneau. Donc au niveau des spécificités techniques, j'en ai un petit peu parlé, mais c'est tout d'abord un panneau qui est simple d'installation, qui est compatible avec la majorité des systèmes de pose du marché. Il y a encore des ETN qui sont en cours de validation, mais on a déjà quelques-uns qui ont été validés. Euh, c'est compatible également avec de l'outillage standard du chauffagiste et un élément important pour avoir de la robustesse et pour pouvoir faire face à voilà, des éventuels pas erreur, mais en tout cas inattention au niveau de la mise en service. Il fallait un produit qui soit robuste et qui puisse permettre de faire face à ça, qui résiste également à la pression jusqu'à 6 bars, donc bien au-delà des besoins d'une pompe à chaleur. Et en fait, c'est des pertes de charge qui ont largement été réduites à 20 fois moins importantes que ce qu'on en avait sur notre version précédente, le Spring 3, avec un échangeur en polypropylène, ce qui va faciliter la purge et la mise en service et qui va forcément maximiser également l'échange, puisque au plus on a cette eau glycolée, au plus l'échange entre l'air extérieur ou le soleil et les cellules et puis l'eau qui est contenue dans le fluide va être meilleure et puisqu'on échange davantage mieux avec l'eau qu'avec l'air. Voilà, il y a un petit graphe qui vous montre ici l'évolution des pertes de charge en fonction en kilopascal, ici en fonction du débit en litres par heure par panneau. La courbe rouge est celle du Spring 3, la version précédente, et la courbe verte, celle du Spring 4. Donc on voit bien ici en fonction des... Voilà, ça dépend à quel niveau on se place, mais par exemple, pour le débit qui est préconisé, enfin qui va varier en fait. C'est la pompe à chaleur en fonction des besoins qu'elle a qui va faire aller son débit, généralement entre 100 et 150. Et donc voilà, on voit bien ce ratio de x20, voire un peu plus, en fonction des différents débits.
Et on fait une vue en coupe qui me permet de bien spécifier à quel endroit passe l'eau glycolée pour que vous compreniez bien. Donc, vous voyez, en fait, on a l'échangeur, en fait, il est composé de profilés comme ça en aluminium, qu'on appelle des MPE, donc MPE pour Multiport Extrusion. Donc, en fait, c'est le nom du procédé qui permet d'obtenir ces profilés. C'est également, par abus de langage, finalement, le nom qu'on donne aux profilés qu'on obtient de ce procédé. Et en fait, à l'intérieur de chacun de ces profilés, on a des mini sortes de petites plaques, la séparation, des genres de petites lamelles qui séparent finalement à l'intérieur d'un profilé. Et à l'intérieur de ce profilé, on va avoir du coup plusieurs circulations dans les différents canaux de l'eau glycolée. Et puis, en partie haute et en partie basse, on a deux collecteurs qui sont partie intégrante de l'échangeur, à l'intérieur desquels on va venir braser en fait, ces profilés en aluminium. Vous voyez qu'ils vont traverser ici, donc une sorte de soudure, mais avec de l'alu, alu, on appelle ça du brasage, et qui vont permettre de faire passer de l'eau glycolée depuis le collecteur du bas vers le collecteur du haut et de traverser l'ensemble des différents panneaux pour pouvoir récupérer le maximum de calories. Donc voilà pour ce panneau et pour ses spécificités et qu'est-ce qui a voilà, driver finalement la production, le choix de la conception de ce panneau. On passe donc, pardon, à l'offre ECS plus chauffage. Donc ici, je vous parle donc, de la PAC solar-thermique, de la partie commerciale et quels sont les principaux arguments, comment on positionne cette offre sur le marché. Donc aujourd'hui, il existe plusieurs solutions qui permettent de répondre aux besoins de chauffage des foyers en France et même ailleurs. Donc voilà, il existe des différents types de chaudières, anciennement fuel, gaz, qui sont encore présentes, puis plus récemment chaudières bois, pelées, granulées, etc. Et puis se sont développées des énergies également renouvelables pour permettre de chauffer. Et la plus commune qui a fait une percée assez importante et qui fait de la France aujourd'hui le marché le plus important sur la PAC, c'est précisément la PAC RO. Il y a eu la PAC RR qui fait aussi également du chauffage, mais on a aussi eu ces dernières 4-5 années un gros pic de la PAC RO, donc qui met en œuvre une unité extérieure qui permet de capter les calories de l'air extérieur, qui vont être en fait la source froide, qui vont réchauffer le fluide frigorigène cycle thermodynamique. Et puis on a de l'eau ensuite qui va venir alimenter l'ensemble des émetteurs de la maison. Ici, avec l'offre PAC solaro-thermique, plus d'unités extérieures. Donc ça, c'est un élément et un argument très important dans la mesure où cette unité extérieure, déjà, c'est du temps pour la mettre en place. Il faut une habilitation en fluide frigorigène pour pouvoir le faire dans vos équipes, dans votre équipe. C'est visuellement assez complexe de trouver un endroit où c'est OK. On essaye souvent de la cacher et les clients sont assez frileux et puis souvent ça va dénaturer finalement la façade. Donc c'est quand même quelque chose qui n'est pas forcément tout à fait simple à mettre en œuvre, hein. Il y a pas mal de choses qui se sont développées pour essayer de cacher, etc. Mais n'empêche que euh, voilà, ça va dénaturer drastiquement à chaque fois la façade. Et enfin, c'est pas de bruit aussi, puisque c'est une sorte de gros ventilateur, un gros aérotherme qui va tourner plus ou moins fort en fonction des besoins et qui va donc générer certaines nuisances sonores. Donc avec cette offre pack solaire thermique, plus d'unités extérieures, toute la partie est concentrée, et la seule source froide, c'est les panneaux qui vont être en toiture et qui vont uniquement, on va faire uniquement du coup des conduites hydrauliques dans les combles pour pouvoir revenir dans le local technique, se coupler avec cette pompe à chaleur. Comme on le voit ici, et sur ce schéma un peu pédagogique, on voit donc l'installation en toiture qui va avoir des conduites hydrauliques qui vont être reliées du coup à la pompe à chaleur au haut qui est dans la maison. Donc c'est bien de l'eau qui circule dans ce premier circuit fermé collé. Puis on a un cycle frigorigène à l'intérieur de la PAC. Et enfin, on a le circuit pardon, de production. Donc la PAC qui va alimenter soit des radiateurs en fonte haute température, 55 degrés, soit des radiateurs basse température, 45 degrés, soit des planches chauffantes, 35 degrés, et également des pompes à chaleur double service qui permettent de faire le CS au moyen d'un ballon chaud sanitaire. Et puis, bien entendu, en face avant, on a toujours de l'électricité qui est produite, et donc on peut alimenter les différents équipements de la maison. Au niveau du schéma de principe, il est celui-ci, je vous décris un petit peu. Donc,
on va avoir deux principaux éléments, donc les panneaux hybrides Spring 4 à ailette en toiture et la pompe à chaleur eau glycolée eau en local technique. L'idée étant de pouvoir relier d'une part les panneaux entre eux. Donc on va avoir, pour faire ça, on va avoir des liaisons interpanneaux qui sont des petits tubes, et je vais vous les détailler plus spécifiquement après, mais qui vont relier les panneaux entre eux. Des bouchons qui permettent de fermer les lignes, des raccords de sortie et raccords d'entrée qui permettent de connecter les conduites hydrauliques qui vont relier l'installation des panneaux à la pompe à chaleur. On va passer au moyen d'une station pack solaro-thermique qui va être composée, un élément important, c'est la vanne thermostatique. On va voir qu'on a des températures mini et maxi d'entrée évaporateur. Pour éviter d'envoyer une eau glycolée trop élevée, il faut bien mitiger avec de l'eau glycolée froide pour limiter justement cette température. Puis, on va également avoir ici euh, vanne de vidange ici pour réaliser la vidange et la mise en service. Ici, on a euh, un, un kit de remplissage, pardon, un dégazeur également, à savoir que un des bouchons, le bouchon au point haut, est équipé également d'un purgeur à l'intérieur. Donc, tout ceci, plus les paires de charges qui ont été limitées, permettra de faciliter la mise en service et la purge du système. Et enfin, un œuf et une soupape de sécurité ici, reliée à un vase d'expansion pour pouvoir, euh, excusez-moi, du coup, limiter des pressions trop importantes et protéger le système. On fait une vanne à filtre ici en 12 qui évite l'insertion d'impuretés à l'intérieur de la PAC. Et puis 13 les onduleurs, 14 vers circuit ECS et chauffage à la partie aval pour pouvoir répondre aux besoins du foyer. Donc l'idée, c'est comprendre comment ça marche. Et comme je vous l'ai dit, il y a deux moments en gros, de fonctionnement et l'idée étant de pouvoir répondre aux besoins à l'ensemble de la journée, l'ensemble de la saison. Et donc du coup, on a deux configurations. D'une part, celle du jour, c'est la chaleur du soleil qui est captée par le panneau PV et qui va être récupérée, comme je le disais, par un échange convectif par l'échangeur thermique en face arrière. De cette façon-là, la température de l'eau glycolée augmente. Donc, précisément, je pars ici, par exemple, à 20 degrés. Je récupère des calories à l'intérieur des panneaux. Il fait 15 degrés à l'extérieur. Je ressors, par exemple, à 30 degrés. Je vois ici. Ça fait, comme je le disais, on a une vanne mélangeuse ici qui permet de protéger l'évaporateur de la PAC, puisque dans les caractéristiques des PAC, on a une limite d'entrée et une limite mini et une limite max d'entrée évaporateur. Généralement, c'est autour de 25 degrés en température max. Ici, en arrivant à 30, j'ai une vanne ici mécanique que j'ai réglée manuellement euh, à 25 degrés, de telle sorte à ce que je mitige suffisamment pour pouvoir sortir au maximum à la température max qui m'est demandée pour la PAC, à savoir 25 degrés, pour pouvoir permettre à la pompe à chaleur de continuer de tourner, de fonctionner et de pouvoir répondre aux besoins de CS et de chauffage. La nuit, cette fois-ci, c'est le même mécanisme, on récupère de la même manière des calories. On a également le même système qui est mis en place de protection de l'évaporateur, cette fois-ci pour la température mini. Et cette fois-ci, par contre, l'échangeur thermique ne va plus capturer la chaleur du soleil, puisque précisément, il n'y a plus de soleil. Donc, cette fois-ci, ça va être la chaleur de l'air au moyen des ailettes au dos qui va être captée par l'échangeur et qui va permettre de réchauffer l'eau glycolée contenue qui circule. Précisément, si j'ai un retour solaire ici à moins 9 degrés, l'eau glycolée, ma température extérieure de moins 1 degré ici, toujours plus élevée que ma température d'eau glycolée en entrée, va permettre de fournir une énergie qui va me permettre de passer et de réchauffer jusqu'à moins 6 degrés, comme je le vois ici. Et puis, je vais re-rentrer dans la PAC pour continuer de la faire fonctionner, en sachant que précisément, dans les conditions de compatibilité, on a besoin d'avoir une PAC au haut qui doit pouvoir fonctionner jusqu'à moins 10, voire moins 15, vraiment moins 12, c'est le minimum en entrée évaporateur, puisque ici, on doit s'assurer que c'est justement cette température ne soit pas en deçà de ce que la pompe à chaleur est capable de recevoir. Donc, important. Ici, en l'occurrence, on a moins 6, c'est OK. Donc, je traverse sans aucune, euh, sans mitiger. Et puis, la pompe à chaleur, l'eau glycolée ici, à moins 6 degrés, va venir réchauffer mon fluide frigorigène ici en échangeant avec mon évaporateur qui va la PAC va automatiquement se réguler, parce que c'est sa régulation qui pilote finalement l'ensemble des circuits.
et se positionner à une température suffisamment basse ici en entrée froid, en entrée d'évaporateur, pour pouvoir récupérer des calories des moins 6 degrés de l'eau glycolée à ce niveau. Et ceci tout le temps, tant qu'il ne fait pas trop froid à l'extérieur et qu'on peut toujours fournir suffisamment, euh, en tout cas réchauffer d'une certaine manière. Donc vous allez voir que je vais vous montrer, et ça se produit très, très peu fréquemment, très faiblement, qu'on ait besoin d'un appoint extérieur pour pouvoir répondre aux besoins euh, du, que ce soit de chauffage ou de choses sanitaires. Donc voilà, en termes de graphique, ça donne ça, c'est ce que je vous expliquais. La journée, ici, on a une certaine augmentation de température, et puis la nuit, on est plutôt à basse température, mais on a du coup ce delta, ces récupérations d'énergie, qui nous permet de pouvoir continuer de faire fonctionner la PAC et de répondre aux besoins. Un élément important qu'il faut bien que vous ayez en tête, c'est que, par contre, côté production, si j'ai une température de consigne en sortie, en l'occurrence ici, vous voyez 36, à peu près 36 degrés autour de entre 35 et 40, la PAC va et doit toujours fournir la température de consigne qui est préconisée. Donc, quelles que soient les conditions, la source froide, donc les panneaux, vont toujours pouvoir répondre, enfin, de telle sorte à ce que la PAC, elle sort toujours 35 degrés. L'idée étant de dire qu'au plus je vais solliciter ma PAC, transformation, c'est-à-dire que si je rentre à -5, je dois sortir à, à 30, et du coup, mon compresseur va devoir fonctionner beaucoup plus. Donc, je vais avoir besoin de beaucoup plus de kilowattheures thermiques, kilowattheures électriques. Donc, ce qui va faire forcément réduire et diminuer mon COP. Tandis que quand je rentre à 20, que je dois monter à 35, ben forcément, la fourniture et l'énergie que je dois apporter à mon système pour pouvoir faire 25, 35 ou -5, 35, elle n'est forcément pas la même. Donc, le COP varie. Et l'idée étant de regarder sur l'année avec un pas précis quel est finalement ce COP ou ce SPF global du système. Mais on est bien d'accord qu'on fournit toujours le besoin. Au niveau du dimensionnement, on va dimensionner par rapport au nombre de kilowatts de pack. C'est-à-dire qu'on va déterminer les déperditions de chaleur dans la maison et on va, en fonction de ça, déterminer la PAC qu'il nous faut et donc du coup la puissance de PAC qu'il nous faut. Et en fonction de cette puissance de PAC, on va déterminer euh, le nombre de panneaux Spring 4 ALS qu'il nous faut. Donc ça varie entre 1 et 1,5 panneaux. Donc ça varie selon quel type, en fonction du type de PAC. Et comme vous voyez le petit astérisque, les deux principaux critères, ça va être d'une part la technologie de PAC, si c'est PAC on-off ou une PAC inverteur. On-off, j'ai que un mode de fonctionnement, je fournis toute la puissance de la PAC ou la PAC ne fournit rien. Inverteur, on va avoir plusieurs niveaux de fonctionnement, et ce qui permet de s'adapter davantage aux besoins. Et le deuxième critère, ça va être la température mini en entrée évaporateur. Et comme vous le voyez, au plus je peux descendre bas en température, et au plus la PAC peut fonctionner assez bas en température, au plus, ben, du coup, je vais pouvoir fonctionner et fournir avec mes panneaux assez bas, même quand il fait très froid à l'extérieur. Au plus cette température est haute, entre guillemets, ben, au moins je pourrai couvrir les besoins et donc au plus le dimensionnement devrait être important. Donc, grosso modo, les pompes à chaleur les plus performantes, c'est 1 pour 1 ou 1 pour 1,1. Et les packs les moins performantes, c'est 1 kW de pack pour 1,4 ou 1,5 panneaux. Donc, en moyenne, pour une maison d'environ 90-100 mètres carrés, pavillon, j'aurais besoin généralement d'une pack de 8 à 9 kg. Donc, grosso modo, pour les packs les plus performantes, j'aurais besoin de 10 panneaux Spring. Et pour les packs les moins performantes, j'aurais besoin de 14 panneaux Spring 4L. On le voit d'ailleurs ici. Alors ici, c'est pour une pack de 12 kilos, donc c'est plutôt une maison un peu plus grande, plutôt de 140 mètres carrés. Donc les packs les plus performantes, inverteur -25, 14 panneaux. On-off -15 ou inverteur -10, 16 panneaux. On-off -10, 18 panneaux. Et si je donne l'équivalent avec une pack de 9 kilos, ça fait 10, 12 et 14 grosso modo. Donc une étude de cas a été réalisée pour une maison de 4 personnes. Euh, En fait, on a sollicité un institut de recherche allemand pour effectuer une simulation dynamique sur une année entière et obtenir des chiffres tangibles vraiment pour se rendre compte de la performance de cette installation.
Donc ici, on est parti sur une étude de cas suivant. C'est une famille de 4 personnes basée à Strasbourg avec une installation de 6 kilowatts crête. Hein, c'est Dual Spring 4 LED, donc c'est 4 panneaux. Donc c'est cette configuration-là finalement. Avec donc le projet, c'est une pompe à chaleur solaire thermique. Et ça, c'est le coût moyen TTC pour le client final auquel il faut s'attendre, hors prime, hors aide, en sachant que on a des aides et des primes potentielles en fonction du foyer. Et j'y reviendrai ensuite. Donc, ici, les hypothèses du projet, elles sont celles-ci. Ville Strasbourg, surface plancher de 140 mètres carrés, les différentes consommations ECS, chauffage ECS, électricité, pardon, et profil de consommation côté électricité et côté eau chaude sanitaire. Également, on imagine une autoconsommation de 40%, avec un prix de l'électricité à 25 centimes, une augmentation moyenne de 6% par an, un tarif de revente sur plus qui a un peu évolué, mais à l'époque où on a fait cette simulation, cette étude de cas, c'était celui-ci. Donc, ce qui permet de prendre des hypothèses pour pouvoir calculer également l'analyse économique et financière. On a donc, sur la base de toutes ces hypothèses, donc, qui sont les mêmes pour toutes nos installations, comparé les différentes solutions sur le marché qui permettent de faire de l'eau chaude sanitaire et du chauffage. Précisément, donc, on a comparé euh, la chaudière, gaz, la chaudière fuel, fossile, avec une installation d'une pompe à chaleur RO avec un SPF de 3,1, une installation PV plus Pacaro, 3,5 SPF, également une installation géothermique, et ce n'est pas forcément avec ce type d'installation qu'on cherche à se concurrencer parce que c'est quand même d'autres travaux, terrassement, des investissements qui sont quand même beaucoup plus importants, qui sont assez limités à certaines régions, à certaines surfaces, etc. Et enfin, l'offre PAC solaro-thermique. Et donc, nous, précisément, l'offre à laquelle concurrence et qu'on cherche à, voilà, se positionner par rapport et à voir dans le marché comment se positionner, c'est bien l'offre PV plus Pacaro. Et donc, on se rend compte ici, avec cette simulation, qu'on a 20% de performance supplémentaire. Donc, autrement dit, un chiffre significatif est vraiment de 20%, c'est-à-dire le SPF sur l'année, la performance globale du système est 20% meilleure pour l'offre Pax thermique que pour l'offre PV+, ce qui en fait aujourd'hui la solution la plus performante sur le marché et qui nous donne beaucoup d'espoir et pour ce lancement et pour pouvoir réussir à trouver un positionnement concret pour cette offre-là dans le marché français et puis européen également, là où les besoins et l'intérêt sera présent. Donc, bien retenir ce 20% de performance supplémentaire entre les deux offres. Pour illustrer un tout petit peu tout ça, je voyais ici à l'écran les températures extrêmes en 2022 à Strasbourg, donc, euh, qui évoluent. Donc, température maximale ici, température minimale en bleu. Et puis, on voit en gros, en fait, grosso modo, pour vous expliquer, ici, on était sur une PAC qui avait donc une limite basse à -15, donc une température mini d'entrée évaporateur à -15. Et on voulait voir, donc, du coup, il ne faut pas qu'il fasse plus de -10 degrés à l'extérieur pour que les panneaux puissent toujours produire. Et donc, on voit il y a une température de base à Strasbourg en -15. C'est la température que l'on va utiliser pour déterminer les déperditions thermiques d'une maison. C'est-à-dire qu'on se place dans les conditions les pires, les plus extrêmes. Et au final, la réalité montre que une seule fois, cette température a été dépassée le 17 décembre 2022 avec quasiment -13 degrés. Ça permet d'obtenir également quel graphe? C'est celui-ci, la température de sortie des panneaux hybrides en fonctionnement. C'est bien la température de l'eau glycolée qui va ensuite rentrer et échanger au niveau de la pompe à chaleur côté évaporateur. On voit donc du coup en orange toutes les températures sur toute l'année, des différents jours, la température de sortie. Donc on voit en hiver, et notamment certains jours, la nuit précisément, que l'on va avoir des températures minimales négatives qui vont parfois dépasser ces -15 degrés, comme on le voit ici quelques fois, puis également ici et encore quelques fois ici. Précisément, les barres bleues correspondent à tous les jours où l'appoint électrique a dû se déclencher pour répondre aux besoins de chauffage, généralement, puisque c'est la nuit, c'est du chauffage. On prend des douches aussi la nuit, mais c'est plutôt le besoin de chauffage qui est le plus important et c'est par rapport à celui-ci qu'on a dimensionné. Donc, c'est important de se rendre compte que finalement, dans un climat très froid, avec une température très basse, avec une installation correctement dimensionnée, une pompe à chaleur, un certain nombre de panneaux,
dédié par rapport aux performances de cette plaque-là. L'appoint électrique n'a dû se déclencher que 4 fois dans l'année pour pouvoir répondre aux besoins. Sinon, tout le reste de l'année, en autonomie, la source unique froide, les panneaux Spring 4 LED ont répondu et on fait voilà, un système global autonome qui permet de répondre aux besoins du foyer. Donc, important de bien avoir ça en tête et de ne pas se dire que voilà, il y a toujours la pointe qui prend le relais, etc. Ici, le système est autonome, répond à quasiment 100% du temps en autonomie, sans avoir besoin de demander la pointe électrique, qui forcément ferait bon, chuter le COP et qui donne voilà, un COP globalement de 4,2, un SPF très performant. C'est également une offre écologique pour vos clients, hein, donc la PAC OO est la solution la plus écologique sur le marché. Tout d'abord, c'est une réduction des émissions de CO2 avec une installation en passant d'une chaudière fossile à une installation en parc solaro-thermique. On réduit de 6 tonnes de CO2 euh, l'empreinte carbone du foyer. Donc, avec un foyer de 4 personnes, c'est à peu près 1,5 tonnes de CO2 évité par personne par an. Et aujourd'hui, en France, l'empreinte moyenne d'un Français, c'est 10 tonnes, donc ce qui correspond à ces 1,5 tonnes de moins, donc c'est moins 15-16%. C'est également un argument de recyclabilité, puisque l'ensemble des matériaux sont recyclables sur la partie thermique et sur la partie photovoltaïque aussi. Et les panneaux sont recyclables à 94%, donc quasiment en totalité. Et enfin, c'est une dépendance énergétique qui est assez forte, puisque la solution répond à l'ensemble des besoins EC, chauffage et électricité d'un foyer en réduisant de manière drastique cette facture énergétique, enfin, la consommation énergétique et de fait la facture énergétique, on va le voir. En prenant voilà, l'hypothèse d'une autoconsommation moyenne plutôt conservatrice de 40% sur cette installation-là, sur cette simulation-là. Précisément, on le voit ici, c'est également une offre économique, la plus économique pour vos clients, puisque si on part d'une chaudière gaz, par exemple, ici, qui, sur la base de ces hypothèses-là, donnerait une facture énergétique totale d'environ 4 000 euros par an. On passe environ à une installation qui va nous coûter, enfin, pardon, une facture énergétique totale qui va nous coûter environ 1 500 euros pour une solution PV plus Pacaro, VS, une installation qui fait une facture totale qui va être de seulement 1 200 euros pour une installation PAC thermique, Spring 4 LED plus PAC au glycoléo. Donc, c'est 17% de réduction de la facture supplémentaire. Et donc, finalement, ces 20% de performance supplémentaire sur le SPF, on les retrouve, bien entendu, avec ce chiffre, cette réduction ici de 17% qui est intéressant. C'est également des aides qui sont disponibles. Je vous ai parlé du coût moyen d'une installation qui est autour de 30 000, 33 000 euros. On a également sur une offre qui peut être pas mal aidée en fonction des différents types de revenus. Et tout d'abord, on a une aide qui, pour le coup, et celle-ci n'est pas soumise aux revenus et qui est de 5 000 euros, quels que soient les revenus, pour une PAC OO supérieure à 111 degrés. Donc, ça, c'est l'ETAS. C'est-à-dire il faut que un ratio entre les déperditions et les puissances de PAC, la puissance de PAC soit supérieure à 111, qui permet d'assurer un dimensionnement correct. Je vous donnerai quelques précisions juste après si jamais vous avez des questions. C'est également ma prime rénov avec la PAC solaro-thermique qui peut distribuer des aides jusqu'à 11 000 euros. C'est 11 000 pour les foyers très modestes, 9 000 modestes, 6 000 intermédiaires et 0 pour les foyers aidés. Et enfin, on a la prime à l'autoconsommation, forcément, qui peut également se rajouter et qui est de 250 euros par kilo à crête de 3,9 kg, donc qui fait pour un 6 kg ici sur 14 panneaux, 1 500 euros. Donc ça fait un total de quasiment 18 000 euros au maximum. On finit par une dernière partie sur la présentation plutôt technique et l'installation en toiture. Donc tout d'abord, et vous le voyez, je vous le précisais un petit peu dans le schéma de principe initialement. Donc pour relier les panneaux entre eux, on va avoir besoin de mettre en place des raccords, donc ça s'appelle des kits liaisons interpanneaux. Donc concrètement, un kit liaison interpanneaux, c'est deux pièces comme ceci, donc des pièces cylindriques ici, avec deux portées qui vont s'insérer au niveau des collecteurs, hein, qui sont munis de joints ici qu'on va venir graisser grâce au sachet de graisse qui est fourni. Et puis on a deux butées ici sur une partie inox année qui nous permettent d'éviter que
flexible, fait que le cylindre ne s'insère de trop dans un ou dans l'autre des panneaux. On le met dans l'un ou dans l'autre et puis on vient faire glisser le panneau dans le premier. Et ainsi de suite, comme ceci. Donc concrètement, ça ressemble à ça. Donc deux pièces et de la graisse dans ce conditionnement. Également, kit entrée-sortie qui permet donc du coup, une fois qu'on a l'ensemble de ma ligne thermique, je vais avoir sur mes euh, quatre extrémités, deux extrémités sur lesquelles je vais positionner des bouchons. Donc bouchon, un bouchon en partie basse et un bouchon en partie haute qui est avec purgeur intégré, donc au point haut pour pouvoir effectuer la purge de manière plus facile. Et puis, aux deux autres extrémités, je vais mettre en place un raccord d'entrée et un raccord de sortie qui sont des raccords coudés, ici que je vais mettre en œuvre en insérant du coup pareil une portée à l'intérieur du collecteur. Et puis sur l'autre partie, on va avoir un filetage qui va nous permettre de faire venir le raccordement avec ma conduite hydraulique en cuivre ou en inox annelé euh, avec le pouce qui va bien. Là, on est sur du MBL5, un pouce écart. Et des bloqueurs également, quatre bloqueurs qui permettent de s'insérer au niveau du plastique qui maintient euh, le, le tube, le collecteur, pardon, et euh, qui permet de venir fixer en translation et d'éviter au bouchon ou au raccord de sortir sous pression. Hop. Et donc voilà le conditionnement à quoi ça ressemble. Donc on a bien donc du coup les deux raccords d'entrée et de sortie coudée. Donc la partie euh, ici qui s'insère à l'intérieur du collecteur et les parties filetées ici de raccordement. On est sur des bouchons ici, bouchons partie basse, partie haute, purgeur, les quatre bloqueurs et les joints haute température ici. Au niveau des conduites hydrauliques, j'en ai un tout petit peu parlé juste ici. On va être sur du tuyau cuivre. Enfin, on va préconiser soit l'utilisation de cuivre avec un dimensionnement qui vous est préconisé en fonction du nombre de PVT. Et PVT, c'est l'acronyme pour photovoltaïque thermique. Ou bien de l'inox aligné qui convient également en DN25 de 10 à 24 PVT. Précisément ici, on ne préconise pas du multicouche solaire, enfin, surtout pour les températures basses. Le multicouche n'apprécie pas nécessairement ces températures basses et on n'a pas un fonctionnement optimal dans ces conditions. Donc, on va uniquement préconiser du cuivre ou de l'inox année. Enfin, ensuite, les spécificités également sur les boucles thermiques à bien avoir en tête. Il va tout d'abord falloir retenir que c'est maximum 7 panneaux par boucle thermique. C'est-à-dire que si le dimensionnement et les déperditions vous donnent un nombre supérieur à 7 panneaux, vous serez obligé de faire deux lignes thermiques. Donc, par ligne thermique, on entend euh, un raccord entrée-sortie, des bouchons et voilà, une seule ligne qui est reliée ensemble. On n'a pas de sens de remplissage, c'est-à-dire qu'on peut venir arriver avec ma conduite hydraulique en bas à gauche ou bien en bas à droite. Par contre, il faut respecter le Z, c'est-à-dire que si j'arrive en bas à droite, je sors en haut à gauche. Si j'arrive en bas à gauche, je sors en haut à droite. Le vase d'expansion est également obligatoire. Il y en a un qui est souvent présent dans la PAC. Il faut quand même bien s'assurer et vérifier que c'est OK. Et il y en a un autre qui doit être mis en œuvre aussi pour plutôt le circuit solaire. Le vase d'expansion de la PAC, il est fait pour le circuit de la PAC. Et un vase d'expansion supplémentaire à mettre en œuvre. La pression max est de 6 bars. La pression lors de la mise en service est à régler en fonction de la PAC. Et on a une valeur de pression qui est préconisée. Donc, il faut mettre la pression de service pour le circuit collé au même niveau que la pression de la PAC. Et enfin, on n'a pas de sonde à insérer nulle part, hein. Ici, la régulation se fait, la régulation de la PAC, c'est elle qui, lorsqu'il tourne, va faire tourner également le circuit d'Oglico. Et donc, je reviens, hein, je vous disais maximum 7 panneaux. Si on est obligé de faire deux lignes, si on a un dimensionnement à partir de 8 panneaux, on doit du coup faire deux lignes. Ici, par exemple, 14 panneaux, je me dois de faire deux lignes thermiques, donc une première ici, avec donc du coup, j'aurai dans le matériel un kit euh, pour ligne supplémentaire avec un T et des raccords qui me permettent d'avoir une première ligne qui rentre ici. Je sors toujours à l'opposé et puis j'envoie également une deuxième ligne ici en entrée froid pour avoir une sortie chaude ici. Il faut bien que le fluide, après le T, parcourt toujours la même distance. Si j'ai une petite distance ici, je la retrouve ici et ma longue distance ici, je la retrouve ici. Donc, c'est comme ça qu'on respecte la boucle de Tippelmann, l'équilibrage hydraulique. Et ça, c'est possible uniquement
si on a le même nombre de panneaux sur chacune de mes lignes, si jamais j'ai un nombre différent, il faut prévoir des vannes d'équilibrage de telle sorte à envoyer le bon débit dans chacune des lignes. Et enfin, pas de raccordement en paysage, c'est-à-dire que les raccordements, je vais les faire uniquement ici, hein, vous voyez, sur la partie portrait, sur la longueur du panneau. Je peux positionner les panneaux en paysage, mais par contre, le raccordement se fera toujours en portrait, c'est-à-dire sur la longueur des panneaux. Donc, ça peut se faire, et c'est pas du tout gênant. Les paires de charges sont bien vaincues par fait que ce soit sur un circuit fermé, un circulateur qui permet la circulation. Mais voilà, juste bien avoir en tête que on fait du raccordement en portrait uniquement. Voilà pour cette présentation théorique de l'offre PAC solaro-thermique, hein, donc sur le panneau, les rappels sur la pompe à chaleur, la partie commerciale et les avantages et les arguments de l'offre, ses performances également, et puis techniquement, du coup, qu'est-ce qu'on retrouve également, quels sont les produits, qu'est-ce qui a été mis en œuvre, leurs matériaux pour pouvoir assurer une bonne performance et un bon état de l'art pour être mis en œuvre. Merci pour votre attention. Je vais vous laisser. Je ne sais pas du coup si il y a eu des questions. Je vois qu'il n'y en a pas eu pour l'instant, à moins que ce soit un endroit où je ne vois pas. Je vais juste vérifier. Et si vous en avez, je vous en prie. Question-réponse peut-être. Ok. Euh, donc il est 9h52. Il nous reste 8 petites minutes pour pouvoir répondre à éventuellement des questions si vous en avez, s'il y a des choses qui n'étaient pas forcément claires, si vous avez besoin de plus de précision, en sachant que je vais vous envoyer un mail à la suite de cette formation pour que vous puissiez, retrouver les informations qu'on a vues. Alors, euh, oui, il faut être Calipac. Alors, je vais revenir sur la slide en question. Ouais, pour C2E et ma prime rénov, il faut être RGE Calipac pour pouvoir faire bénéficier de ces offres-là et RGE CaliPV pour la première l'autoconso. En sachant que d'ailleurs, dans tous les cas, la mise en œuvre des packs nécessite, hein, si vous avez quelconque euh, vérification, d'être Calipac. Donc oui, avez-vous un logiciel de dimensionnement? Alors, aujourd'hui, on a une plateforme MyJelson qui permettra bientôt ça. Mais aujourd'hui, l'offre pack solaro-thermique n'est pas encore insérée, n'a pas encore été développée dans dans le, dans la plateforme. Donc, la réponse, c'est non à date. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous avez un projet aussi, un intérêt, et vous avez besoin d'accompagner, en fait, je ne l'ai pas vraiment écrit ici, mais l'idée, c'est de pouvoir directement nous solliciter. Le mieux, c'est de le faire, et je vais vous l'écrire ici. Vous le verrez de toute façon dans le mail que vous recevrez. Et je vous mets juste l'adresse mail sur laquelle nous solliciter, support@dualsen.fr. Si vous avez un potentiel projet, que vous avez besoin d'un dimensionnement et d'informations, il nous faut, en fait, ce dont on a besoin, nous, c'est voilà, la localisation, la taille de la maison, sa construction, etc. Ça permet de déterminer les déperditions. Si vous êtes capable de vous les déterminer en faisant une étude thermique, c'est encore mieux et on les valide directement. Mais sinon, sur la base de plusieurs informations, on est capable de déterminer les déperditions thermiques de la maison et donc la PAC qui convient et donc enfin le dimensionnement qui va bien pour, euh, pour répondre à ce projet. Et donc on peut aller faire une étude, un projet, qu'est-ce que ça peut donner en termes financiers, en termes de performance, etc. Donc, à date, pas encore. Mais voilà, tout type de projet est accompagné euh, avec le distributeur, avec le fabricant de pack, avec vous, installateurs, nous, fabricants, de telle sorte à ce que, voilà, c'est promis, on a eu quelques pilotes là qui sont lancés, mais qu'on puisse bien voilà, accompagner tout projet qui pourrait sortir. Donc, s'il y a un projet, vous nous contactez directement et on avance ensemble, on fournit l'étude et puis vous pouvez vous aussi avoir un devis que vous sortez, que vous pouvez présenter, comparer avec d'autres offres et pouvoir convaincre également vos clients. On essaie de mettre à disposition tous les outils nécessaires.
Le diamètre nominal reste le même pour 7 ou 14 trous. Non. Précisément, répondre à ça, je vais voir si j'arrive à le mettre. Alors, je vais juste partager tout l'écran en deux et je vais vous montrer. Du coup, dans la présentation, vous avez un. Je trouve, bah, c'est là. Si, hop, là, normalement, et sûr que vous voyez bien ça. Ouais, c'est bon. Donc, en gros, ici, vous avez une FAQ. Donc, en fait, les FAQ, pardon, c'est toutes les questions techniques. On les rédige de manière précise pour pouvoir répondre à des questions et pour avoir le détail, en fait, essayer d'être le plus exhaustif possible. Et donc, précisément, ici, pour une application saisie ou pack solaro-thermique, le débit va varier, mais c'est ici qu'on va regarder. Donc, le multicouche, non. Mais du coup, conduite cuivre. Attendez, je vais pas me tromper. Est-ce que je vois que c'est écrit deux fois? Il peut varier. Non, ça va être plutôt ici. Ouais. Cuivre, du coup, ici, on va être du coup de 11 à 20 en DN28, par exemple, et en DN22 jusqu'à 10. C'est par exemple sur de l'inox année. En DN25 jusqu'à 14, 15, 26, 32. Et de 1 à 8, on va être en DN20. Donc, ça varie en fonction du nombre de panneaux. Et pareil, ça, quand on donne le chiffrage, finalement, on va avoir le chiffrage qui va préconiser en fonction du nombre de panneaux, le diamètre de tuyauterie des conduits hydrauliques qui va être précisé. N'hésitez pas à me dire si ça répond ou pas à la question. Hop, j'en vois encore. Bon. Et avez-vous les listes de pompes à chaleur qui fonctionnent avec le système Diolsen? Bien sûr. Hop, je reviens ici. Euh, donc, on a validé la compatibilité avec plusieurs d'entre elles. Hop.